Alors, les Olympiades de 5e, les premières questions qui portent sur Z, A, électrons, protons, neutrons, isotopes et ions. Donc, un tout petit peu de théorie pour se débrouiller convenablement dans ces questions. Donc, quand on cherche le nombre de protons, de neutrons et d'électrons d'un atome, il faut faire attention à son Z, qui est dans sa case en haut à gauche, à sa masse atomique relative, qui parfois peut être arrondie en un nombre de masse AR. Et ce nombre de masses va varier selon les isotopes. Donc, les isotopes vont avoir des nombres de masses différents parce qu'ils ont des neutrons différents. Pour calculer le nombre d'électrons, de protons et de neutrons d'un atome, les protons, on va tenir compte du Z, le nombre atomique. Les électrons, ça va être le Z si l'atome est neutre. Donc, quand un atome est neutre, il y a autant d'électrons que de protons. S'il est chargé, s'il est positif, il aura en fait perdu des électrons. Donc on va devoir faire Z moins la charge. S'il a perdu une charge, on retirera un électron, 2 ou 3. S'il est négatif, on va devoir additionner la charge. Parce qu'un anion, un atome qui a gagné des électrons, a des électrons en plus une charge négative. Donc s'il a gagné un électron une fois moins, on doit compter un électron en plus. Il reste à calculer les neutrons. Les neutrons, pour les calculer, on prend le nombre de masses, donc qui est parfois un chiffre sans virgule, parfois un chiffre avec des virgules quand on considère la moyenne de tous les nombres de masse. Donc parfois on doit l'arrondir pour avoir le A de l'atome le plus abondant. Donc tout ce qui pèse dans un atome, le nombre de masse, c'est ce qu'on appelle les nucléons, tout ce qu'il y a dans le noyau. Et on supprime à ça, pour trouver uniquement les neutrons, les protons. Donc les protons qui sont les autres particules du noyau avec les neutrons. Donc les protons et les neutrons sont dans le noyau. Les électrons très légers sont autour. Voilà, alors pour calculer les électrons, protons et neutrons du sulfure, il faut d'abord connaître sa nomenclature. Un ion sulfure, c'est pas d'oxygène, si on parlerait de sulfite et de sulfate, donc celui-ci il est pur, sans oxygène. Et l'ion formé par le soufre est l'ion 2 fois négatif, donc ça dépend de sa valence. Et dans la colonne 6, une valence 2, il aura tendance à former un ion 2 fois négatif. C'est un non-métal qui gagne des électrons pour compléter sa couche. Alors, pour trouver le nombre de protons, on regarde dans la case du soufre, et le soufre est le numéro 16, donc il aura 16 protons. L'atome ici n'est pas neutre, donc il va falloir ajouter la charge. Donc les électrons, ça va être Z plus la charge, puisqu'ici on est avec un ion négatif. Donc ça va faire 16 plus 2, 18, on est ici, et l'atome aura A moins Z neutrons, donc 32 moins 16, ça fait 16. Donc 16 neutrons, 16 protons, 18 électrons, c'était la réponse C. Alors quand on reçoit des symboles d'isotopes, en fait ils sont présentés avec le nombre de masses au-dessus, ce qui change. Dans les isotopes, ils changent de masse, ils ont un nombre de neutrons différent, et le nombre atomique en dessous. Donc ici, pour trouver le nom de l'élément, on regarde le nombre atomique qui donne en fait le numéro de la case, et on va chercher l'élément, l'atome qui a le nombre atomique 6 et le carbone. Alors, s'ils ont un Z de 6, ils ont 6 protons, et ils sont neutres, donc ils ont aussi 6 électrons, car neutres. Donc ici, ce qu'ils ont, c'est 6 protons et 6 électrons. Les neutrons seront différents, car ce sont des isotopes. Les isotopes ont des nombres de neutrons différents. Alors, pour l'isotope 13, particulier parmi cette série, il a donc 6 électrons et 6 protons. Hop. Donc ça, c'était déjà pas bon. Et il a en fait A moins Z neutrons. Donc on prend le A qui est là, 13, moins 6, et on a donc 7 neutrons. La réponse était là, C. Ici, la réponse était là. Après, les rayons atomiques dans une période, dans une famille. Donc les périodes, c'est horizontal dans le tableau. On a les périodes à une couche, 2 couches. Donc chaque fois qu'on remplit une couche, on commence une nouvelle période. On va avoir la verticale, et eux vont avoir le même nombre d'électrons dans la dernière couche. Donc un électron dans la dernière couche, 2 électrons dans la dernière couche, etc. Ok, donc on vous demande si dans une période le rayon atomique décroît de gauche à droite. Donc si quand on va dans l'horizontale, le rayon atomique diminue. Alors ça, c'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de rajouter un électron dans la dernière couche, et la dernière couche se resserre. Pourquoi est-ce que la dernière couche se resserre?
Parce qu'en fait, chaque fois que vous ajoutez un électron, vous ajoutez des protons en plus. Donc il y a de plus en plus de protons qui attirent cette même couche. Et donc le rayon atomique diminue. La dernière couche se resserre. Donc le rayon ionique d'un cation est inférieur à son rayon atomique. Donc quand vous avez un atome, par exemple le lithium, il va avoir 2 couches et une couche incomplète qui se remplit au cours de la période. Le rayon d'un ion, donc un ion c'est quelqu'un qui a vidé sa dernière couche, si c'est un métal qui a rempli sa dernière couche. Ici, un cation il va vider sa dernière couche. Et donc il a une couche en moins. Et s'il a une couche en moins, son rayon ionique va être plus petit que les rayons de l'atome. C'était vrai. Dans une famille, le rayon atomique croît de haut en bas. Donc si on prend la famille, je vais écrire dans d'autres trucs, on va avoir de plus en plus de couches. 2 couches, c'est plus épais, 3 couches, c'est plus épais, etc. Donc oui, le rayon atomique croît de haut en bas. Quand on parle des énergies d'ionisation, en fait, une énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut pour former un ion. Et donc ça va se calculer. Et donc plus l'énergie est grande, plus c'est difficile de former l'ion. Donc c'est pas compatible le grand et le facile. Et plus l'énergie est petite, plus c'est facile de former le cation. Donc c'est l'énergie nécessaire pour former le cation. Donc si elle est grande, c'est pas facile. Pour les éléments, lesquels a les électrons de cœur du néon. Donc on prend le néon. Le néon, il a une première couche à 2 électrons, une deuxième couche à 8 électrons. C'est un gaz rare, colonne 8. Alors ce qu'on cherche, c'est les atomes qui ont ça comme électrons de cœur. Donc les électrons de cœur sont les électrons internes. De cœur, c'est les électrons internes. Donc il leur manque en fait à ces atomes un électron de valence. Donc les électrons de valence, ça c'est la dernière couche. Donc on cherche des atomes qui ont à l'intérieur du même le néon et une couche en plus. Donc il faut aller, le néon étant dans la période 2, il faut aller dans ceux de la période 3. Période 3, 3 couches, donc une troisième couche de valence et les 2 premières couches qui sont les électrons de cœur. C'était la réponse D. Alors la question 4 est super difficile, donc ça, ici, on va plus loin que ce qu'on voit en humanité. Donc on peut repérer que quand on a les valences 1 et 2, la formule est bonne. Ça, c'est pas bon selon les valences. Alors pour les atomes qui peuvent faire plusieurs liaisons, donc on aurait pu imaginer que Na et les valences sont pas bonnes, mais en fait ce qui se passe, c'est quand on a 4 atomes, ils peuvent s'organiser autrement que 2 par 2, et donc peuvent s'échanger les choses. Donc ici dans Na2O, on va avoir ce genre de composé. Donc les 2 oxygènes qui se partagent. Donc c'est un peu ce qu'on a dans le peroxyde d'hydrogène, dans l'eau hydrogène. Ici pareil, on a 8 atomes, ils vont pouvoir s'organiser. Donc on va avoir les 4 hydrogènes, le sodium et le bore. Donc le bore, il a 3 électrons, le sodium, il en a 1. Les électrons veulent chaque fois 1, donc je ne sais pas comment ça va s'organiser pour que tout le monde soit attaché autour du bore, j'imagine. Mais celle-là est bonne. Alors NaClO, pareil, donc on a l'oxygène qui va travailler avec le chlore et le sodium, et donc ça va bien fonctionner. Au niveau de tout le monde va être content, il va y avoir un plus, un moins, ici je crois que ce sera une liaison covalente. Celle-là était bonne aussi. Donc la seule mauvaise était celle-là. Mais celle-ci, franchement, il faut être coriace pour la trouver. Donc c'était des points difficilement gagnés. Ce qu'on appelle les questions éliminatoires ou sélectives. 5 points ou rien. Il fallait ne donner qu'une seule. Formule mauvaise, la C. Les questions suivantes. Hops. Ah oui, toujours le tableau de Mendeleïev. Donc le gallium n'avait pas été découvert avant que Mendeleïev et fait son tableau. Alors, le gallium, si on regarde dans le tableau qui vous est fourni, il est dans la colonne numéro 3, comme l'aluminium. Et donc, il devait réagir à l'oxygène pour former un composé, donc Al et O. Si vous formez un composé avec ça, vous respectez les valences, ça fait Al2O3. Une combinaison avec le soufre, même principe, troisième valence, deuxième valence, Al2S3. Avec le chlore, oh, je mets Al, c'est Ga, excusez-moi. Gallium, mais ils font la même chose, même famille, même composé. Ga. Et avec le chlore, GaCl, on respecte les valences. GaCl3, voilà. Il ne fallait pas aller chercher plus loin. On vous raconte toute l'histoire de la chimie, c'est intéressant. Mais on demande de former des composés entre des composés de la famille 3 et d'autres. Voilà, après. Les géométries et les liaisons. Donc ça va peut-être prendre une autre vidéo parce que c'est assez long.